Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de Percy Jackson que je viens de regarder. Voilà, j'avais complètement oublié qu'on était mercredi. Donc bon, c'est souvent comme ça quand je suis en vacances, je suis tout souvent perdu dans mes journées. Bref, en tout cas je vais vous en parler. Alors c'est pas le meilleur épisode euh, pardon, de Percy Jackson qu'on a vu cette année. Je trouve qu'on a vu beaucoup mieux. Et je pense qu'en fait, c'est surtout lié à la structure même de l'épisode. Parce que l'épisode en lui-même, il se passe des choses intéressantes. Puisque dans cet épisode, on retrouve les personnages dans le train, donc après avoir envoyé la tête de Méduse dans l'Olympe, et du coup ils font route vers l'ouest afin d'aller aux enfers et de récupérer la foudre et tout ça. Enfin bref. Le problème étant que la structure est très particulière. Voilà. On les voit dans le train, on découvre que le train est saccagé, eux ils disent bah non, c'est pas nous, machin. Alors j'étais très content par contre de retrouver l'acteur qui joue l'officier de police. Je me souviens plus du nom de l'acteur ni de son personnage, du nom de son personnage dans The Hundred, parce que ça fait longtemps que j'ai pas rematé un épisode de cette série. Mais j'aimais bien son personnage, c'était pas non plus le meilleur de The Hundred parce que c'était le sort de technicien ingénieur, voilà, qui était très cool, euh, très proche de Raven là. Et honnêtement, ça me fait toujours un petit plaisir comme ça quand je revois des acteurs ou des actrices que j'ai beaucoup aimé dans un film ou une série télé, dans des nouveaux programmes comme ça. Ça fait toujours plaisir, surtout quand je m'y attends pas. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, attends, mais il me dit quelque chose lui. Et puis voilà, j'étais content de le voir. Si j'arrive à trouver sur internet une photo de l'officier de police, je pense que je la mettrai. Sinon, bah tant pis, mais euh, voilà. En tout cas, en tant que fan de The Hundred, s'il y en a d'autres comme moi qui ont vu The Hundred et qui regardent Percy Jackson actuellement, vous voyez très bien de qui je parle. Bref. Euh, et du coup, il les arrête. Il y a Echidna ou Echidna, je sais pas s'il faudrait le dire à la française ou pas, avec un che ou un que. Bref. Je vais dire Echidna et voilà. Hein, au moins on sait de qui je parle. Du coup, qui vient, qui les menace, se disant être la mère des monstres. Alors j'avoue que pendant une grosse période de ma vie, donc quand j'étais adolescent, j'étais à fond dans la mythologie grecque, je lisais plein de trucs. Il y a même une époque, je crois que c'était sur ma terminale, ma deuxième terminale, où avec des amis et tout, on avait l'intention de créer une web série sur justement les demi-dieux grecs version adolescent. Donc c'était pas réellement des dieux qui sont devenus adolescents, c'est juste qu'en fait, enfin si, c'était ça, dans le sens, mais enfin je sais pas comment expliquer. En gros, c'est comme si une sorte de personne ultra puissante avait transformé l'essence même de ces personnages pour les foutre dans des corps d'adolescents et du coup sous une sorte de format un peu sitcom on voyait des individus avec les caractéristiques des dieux grecs dans un lycée et qui ensuite on apprendrait que ces gens-là n'ont pas que les caractéristiques mais en réalité sont l'essence même des dieux grecs. Donc il y a une sorte d'inspiration également des romans de Rick Riordan, mais pas les Percy Jackson, mais la version égyptienne qui s'appelle. Enfin, je sais que le héros c'est Carter Kane, un truc comme ça. La série des romans, je me souviens plus. Qui du coup a une sorte d'essence divine égyptienne à travers lui. Enfin bref, ça fonctionne un peu différemment que Percy Jackson. Après, j'ai pas encore lu la version mythologie nordique, mais ça m'intéresse aussi. Après avoir fait mes études nordiques, je pense que c'est le type de roman qui peut m'intéresser. Bref. En ce qui concerne du coup, enfin tout ça pour dire que j'ai eu un réel intérêt pour la mythologie grecque pendant toute mon adolescence. Après, en vieillissant, voilà, je me suis intéressé à d'autres choses. Notamment, j'ai fait 3 ans d'études nordiques, donc là, je suis plus intéressé à la culture et on a aussi un peu étudié la mythologie nordique. Donc forcément, j'ai plus trop de détails
qui provient de la mythologie nordique, enfin grecque. C'est-à-dire que j'ai quand même des souvenirs de certaines histoires et tout, mais pas autant que quand j'étais adolescent, quoi. Là, je vous aurais fait la même vidéo en étant adolescent, alors là, j'aurais connu tellement de trucs que ça aurait été un peu plus facile pour moi, mais bah c'est plus le cas hein, depuis le temps. J'ai toujours eu une grande passion pour la Grèce, hein. D'ailleurs, le héros des romans que j'écris est né en Grèce, hein, pour toujours montrer à quel point c'est un endroit que j'adore. Et le personnage du maître d'Anacalypsie, lui, est né dans la région nordique. Et voilà, pour montrer que ces deux régions sont vraiment deux régions que j'adore. Bref. Petite parenthèse qui se ferme, du coup, Echidna, du coup, qui serait la mère des monstres, veut du coup en fait se venger des dieux. Et c'est vrai qu'en soi on peut se poser la question pourquoi maintenant. Pourquoi est-ce que tu viens là t'attaquer à ces demi-dieux là en particulier et pas à d'autres. Parce que forcément on se doute bien que les demi-dieux, il n'y a pas que ceux de la colonie, il y en a dans la colonie, il y en a à l'extérieur de la colonie, il y en a, en fait, il y en a plein partout entre guillemets, puisque je crois que c'est le troisième roman que j'aime beaucoup. Il y a certains personnages euh, qui apparaissent, qui font partie de mes préférés de la saga Percy Jackson, qui apparaissent à partir du tome 3, ou même certains sont uniquement dans le tome 3. Bref. Euh, et, euh, et du coup, oui, ce tome 3 commence justement avec Percy et tout ça qui vont justement chercher des jeunes demi-dieux et les ramener à la colonie. Donc tout ça pour expliquer que voilà, les demi-dieux, il n'y a pas que Percy qui était à l'extérieur. Bien sûr, on s'imagine bien qu'il y en a partout. Et c'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi est-ce que là, il vient s'attaquer à eux et pas aux autres. Alors pour moi, l'explication, elle est assez simple. On est à l'aube d'une guerre entre les différents dieux de l'Olympe. Voilà, notamment entre très certainement Zeus, pas Poséidon, mais Hadès, et forcément des dieux pourraient prendre position pour l'un ou pour l'autre, puisque les gens pensent que la foudre est chez Hadès. Et encore une fois, si on écoute bien ce que Dionysos a dit dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas Dionysos, mais c'est Chiron en faisant référence à Dionysos, que les dieux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, du coup les demi-dieux sont là pour le faire à leur place, d'où l'intérêt des quêtes. Euh, du coup c'est pour ça que bah, forcément Percy est envoyé chercher la foudre. Et du coup, le truc c'est que si Percy réussit sa mission, du coup la guerre est annulée, tout se passe bien et c'est la paix. Mais si Percy échoue, eh ben c'est la guerre, c'est le chaos, et c'est le moment parfait pour les monstres de s'en prendre aux dieux ou demi-dieux, n'importe quoi, parce que ce serait tellement le chaos que, avec la guerre entre les dieux en eux-mêmes, que bah, les monstres, eux, ils peuvent que en profiter pour être une sorte de troisième clan qui attaque et faire du dégât dans tout ça. Donc, effectivement, Echidna a tout intérêt à tuer Percy, Annabeth et Grover pour les empêcher de réussir la quête et donc de semer le chaos à travers la planète. En soi, c'est pas idiot. Euh, du coup, elle les attaque dans le train, ils arrivent à s'enfuir. Ils partent dans le temple d'Athéna à Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui est à peu près dans le sud, milieu des États-Unis, hein, parce que bon, c'est quand même un petit peu vers l'ouest, mais c'est pas non plus dans l'ouest ou l'ouest. Si j'ai à peu près des souvenirs d'où est placé Saint-Louis sur la carte des États-Unis. Mais pareil, j'adorais faire des trucs de géo sur tout ce qui était drapeau, capitale, grande ville et tout quand j'étais ado. Mais tout ça, c'est des trucs que j'ai un peu abandonné en grandissant. Mais encore une fois, il y a une période où j'étais adolescent, où je vais sûrement être très chiant, mais je connaissais quasiment toutes les capitales, surtout toutes les capitales d'Europe, je les connaissais par cœur. Mais je connaissais aussi pas mal de grandes villes, quasiment tous les drapeaux, bref. Je connaissais beaucoup de choses quand j'étais ado que j'ai beaucoup perdu avec les années. Mais bref, c'est pas non plus, encore une fois, la chose dont on veut parler ici. Euh, mais en tout cas, pour moi, Saint-Louis, c'est à peu près dans le milieu sud des États-Unis. Euh, et du coup, ils vont dans ce temple. Ils pensent que l'eau peut soigner Percy, sauf que bah là c'est du poison, donc ça fonctionne pas pareil qu'avec une simple coupure.
Du coup, ils décident de l'emmener au dernier étage en pensant qu'Athéna va les aider, sauf que ben, Annabeth, suite à un échange que nous on n'entend pas réellement avec Echidna, nous fait comprendre que le fait qu'Annabeth n'ait pas empêché Percy d'envoyer la tête de Méduse à l'Olympe a rendu Athéna furieuse du comportement de sa fille. Voilà, parce que c'est clairement un affront, hein. La tête de Méduse aurait pu transformer un dieu en pierre, donc c'est quand même chaud. Euh, et, euh, et forcément, Athéna décide de ne pas les aider. Voilà, c'est pas du tout la Athéna toute gentille, machin, qu'on a vu dans les films Percy Jackson, hein. Là, une Athéna un peu plus dure. Même si on la voit pas, on sait qu'elle est plus dure puisqu'elle décide de ne pas venir les aider. Du coup, au final, Percy Jackson décide de se sacrifier en affrontant la chimère. Chimère qui est vraiment stylée. Alors, je sais pas, enfin, plutôt, je ne sais plus à quoi est censé ressembler une chimère, mais en tout cas, celle-là, je la trouve plutôt stylée. Mais ça, je pense que c'est mon amour pour les félins qui fait ça. Voilà, je suis un grand amoureux de chats, j'adore les félins en général, hein. Mon animal préféré, c'est le jaguar. Je kiffe les léopards, les guépards, là, avec leurs petites larmes noires au bord des yeux, je les trouve trop mignons. Bref, je suis un grand fan de félins, donc forcément, là on a une chimère qui ressemble à un félin, je le trouve plutôt stylé. Par contre, le combat en lui-même est pas incroyable. Parce que, en fait, le combat, c'est Percy qui, globalement, essaye de foutre des coups à la chimère, et la chimère qui le contre et le repousse. Voilà, il y a un moment où il crache du feu, et quand tu te demandes pourquoi tu t'arrêtes au lieu de cramer Percy, parce que Percy il roule vers le mur, mais du coup il se trouve bloqué contre le mur, et là la chimère elle s'arrête au lieu de le brûler. Tu dis, bon, ok, il y a un truc qui va pas. Et ensuite, bon, bah les deux ils continuent entre guillemets à se battre, mais en fait, le truc c'est que on se doute que si la chimère est plus agressive, elle va tuer Percy, mais en même temps, t'as l'impression qu'elle est là, elle est censée chasser, elle est censée voilà, apprendre à chasser, prendre du plaisir à ça. Mais elle est très, comment on dit, elle est très passive la chimère. Et c'est un peu, je sais pas, c'est un peu pour quelqu'un qui est censé, enfin je veux dire les créatures comme ça quand elles chassent, je veux dire le Minotaure, il en avait rien à foutre d'avoir un gamin en face de lui, il fonçait et puis voilà, je trouve que l'excuse du c'est un bébé, voilà, il apprend. Je veux dire, t'as une proie facile devant toi, même un bébé, il serait pas juste là en train d'attendre de se faire taper dessus, quoi. Bref. En tout cas, Percy finit par tomber dans le vide. Son père lui sauve la vie, hein, parce que c'est clairement Poséidon qui se sert de ses pouvoirs pour sauver la vie de son fils. Euh, et, euh, et on s'arrête quand on est sous l'eau, où une sorte de créature aquatique vient rassurer Percy Jackson, notamment lui disant que son père est fier de lui, machin, ce qui redonne confiance en Percy. Et là, bam, l'épisode s'arrête là-dessus. Et c'est là que je trouve l'épisode un peu décevant. Pour moi, l'épisode aurait dû se terminer un peu plus tard, avec Percy qui retrouve les autres, ou qui arrive à s'enfuir de Saint-Louis, ou je ne sais pas, mais pas là-dessus, pas en plein milieu d'un combat. Parce qu'on se doute bien que Echidna et la chimère vont redescendre, ou s'attaquer à Annabeth et Grover, qui sont juste derrière une porte. On a bien vu à quel point le chien pouvait défoncer n'importe quelle porte. On doute bien que la petite porte qui sépare Echidna et la chimère d'Annabeth et Grover ne va pas les empêcher de les attaquer. Donc pour moi, je pense que l'épisode aurait dû être un peu plus long et ne pas s'arrêter sur une sorte de suspense en mode paf, maintenant vous attendez une semaine et vous allez vous demander ce qui va se passer pour tout le monde, enfin surtout pour un ABC Grover. Voilà, parce que du coup Percy on voit qu'il reprend confiance, on sent que là il va être chaud pour le round 2 contre la chimère et Finna, mais voilà. En fait c'est vraiment le découpage qui me dérange. Parce que l'épisode en lui-même, en vrai, il est divertissant, hein. On apprend à nouveau des petites choses. Alors d'abord, surtout sur Talia et la jeunesse d'Annabeth. Euh, et après, hop, petite scène d'action, petit temps de pause pour soigner Percy, petite scène d'action, hop, on termine. En termes de rythme, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment la coupure, moi, qui... Je déteste ce genre de coupure. Donc voilà. Encore, on nous teaserait un truc en fin d'épisode, euh, un peu comme la fin de l'épisode 2, voilà, où voilà, au tac, t'as Percy qui est reconnu, machin, hop, du coup, ça y est,
on sait qu'il va devoir vivre sa vie en étant reconnu comme fils de Poséidon, comme un enfant défendu, et voilà, c'est plutôt pas mal. Tu te poses des questions sur quel va être son avenir et tout, mais en attendant, on ne te fait pas miroiter en plein milieu d'un combat. Et ça, voilà, moi j'ai du mal avec. Et ensuite, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que ça adapte bien le roman? Ben, j'avoue que là, je n'en sais rien. Parce que je me souviens plus d'à quel moment ce personnage de la mère des monstres apparaît dans les romans. En tout cas, en termes d'épisodes, c'est très bien. Franchement, on a un très bon épisode à part le découpage. Mais en termes d'adaptation, j'avoue que, encore une fois, je me dis, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai lu Percy Jackson, et encore une fois, ça me donne encore plus envie de relire les romans, parce que en fait, ça me perturbe trop de pas me rappeler de ce qui se passe dans ce roman. Donc ça me donne encore plus envie de le lire, parce que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas relu Percy Jackson. Euh, ouais, ça doit bien faire presque 10 ans que j'ai pas relu Percy Jackson, donc ça commence à dater. Un peu moins de 10 ans que j'ai lu le premier tome des Héros de l'Olympe, mais pour Percy Jackson, ouais, ça date quand même. Donc va vraiment falloir que je m'y remette. Et comme ça, parce que d'un côté, j'ai l'impression, et en fait c'est ça que je trouve un peu plaisant quand même, c'est que j'ai vraiment l'impression de redécouvrir une histoire. Parce que quand je vois la série, que j'essaye de me rappeler du roman, je me dis, mais en fait, je me souviens pas de ce qui se passe dans le roman. Donc je redécouvre une histoire qui, d'un côté, pour l'épisode 1 et 2, je me dis, oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et ensuite, épisode 3-4, j'ai plus de souvenirs. Donc il y a un peu ce côté plaisant de redécouvrir l'histoire. Après, quand je relirai les romans, je serai plus apte à pouvoir dire si cette série sera une meilleure adaptation que les films, enfin, du moins le premier film. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas de souvenir de si ce passage-là est réellement dans le premier tome. En tout cas, je trouve que, en fonction du contexte qu'on a dans l'histoire, l'attaque d'Echidna avec sa chimère, je trouve qu'elle fait plutôt sens. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me dire aussi si, comme moi, vous aimez ou non ce genre de coupure. Voilà, alors moi, quand ça tease réellement quelque chose, j'aime bien. Je pense notamment à la fin de la saison 2 de Sweet Home, où on te tease le retour d'un personnage que quasiment tout le monde avait kiffé dans la saison 1, et que tu dis, bon bah voilà, il faudra que tu attendes la prochaine saison pour le voir, mais tu vois, ce genre de teasing, j'aime bien. Par contre, les coupures, comme ici, ou comme dans le Hobbit, la désolation de Smaug, où on te fait une coupure en plein milieu d'une bataille ou d'un combat, ça, j'aime pas. Donc n'hésitez pas à me dire également là-dessus ce que vous en pensez. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme finalement cette vidéo devrait sortir avant la vidéo de la série que j'ai le moins aimé à la série que j'ai le plus aimé de la série 2023, euh, et ben je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout, voilà, et que les projets que vous envisagez euh, puissent se concrétiser, même si ça n'est pas toujours simple. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, moi je suis très content parce que sur cette année 2023, bah, tout s'est plutôt bien passé. En vrai, la chaîne, ou même les chaînes YouTube en général, ont monté en flèche. Alors certaines beaucoup plus que d'autres, hein. J'ai des chaînes qui sont encore à moins de 10 abonnés, certaines qui sont dans la dizaine, vingtaine, et d'autres qui ont totalement explosé, comme cette chaîne Movies and Series, hein. Franchement, je vous remercierai jamais assez, puisque à l'heure actuelle, cette chaîne YouTube est celle avec le plus d'abonnés. Et oui, parce qu'avant c'était l'ancienne chaîne principale, donc la chaîne koh et Pékin Express, telle qu'elle se nomme aujourd'hui, avec ses 76 abonnés, hein, qui est bloquée depuis que koh et Pékin Express ne sont plus diffusés. Pendant la diffusion, ça montait chaque semaine, et dès qu'il n'y a plus de diffusion, hop là, on reste bloqué, il n'y a plus rien. Ce qui n'est pas étonnant, puisque je ne peux plus sortir de vidéo quand il n'y a plus de programme. Que ben, cette chaîne Movies and Series, elle a pas arrêté de monter. Aujourd'hui, on a 80 abonnés, donc on est sur cette chaîne Movies and Series officiellement la série, enfin la chaîne avec le plus d'abonnés, et j'en suis très content. Voilà, ça prend du temps, ça va doucement, mais
honnêtement, moi, ça me plaît, la façon dont ça va. En plus, si je compile le nombre d'abonnés sur toutes mes chaînes, sur les 8 chaînes, on est presque à 300 abonnés. Donc je trouve ça plutôt pas mal et je remercie tous les gens qui nous suivent. Bref. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne santé, également une bonne journée. Allez, à très bientôt. Ciao.